Mon invité ce matin, Guilhem Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, Confidence d'un agent du renseignement français, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce livre, en gros, c'est le récit de votre parcours. D'abord, au sein de la DST, ce qui s'appelait désormais la direction, direction de la surveillance du territoire, c'est devenu la DCRI depuis Nicolas Sarkozy. Vous y avez été formé pendant votre service militaire, vous y avez fait une partie de votre carrière, avant d'aller au ministère de la Justice, ensuite dans la sécurité privée en tant que spécialiste des écoutes, des renseignements. En gros, vous êtes ingénieur de formation spécialisé dans le contre-espionnage. Et vous le précisez bien dans le livre, vous n'êtes pas un espion. Absolument. Mais vous utilisez des logiciels espions. En quoi consiste votre travail ? Mon travail consiste à apporter aux espions, entre guillemets, mais aussi à d'autres forces de sécurité, les moyens de réaliser leurs opérations sur les technologies. Donc, je suis ingénieur télécom de formation et je mets en œuvre toutes les techniques qui permettent d'accéder aux conversations des cibles, du renseignement et de la justice. Donc je le disais, on voit votre parcours dans ce livre. Et puis un grand fait marquant dans ce livre, ce qui est à l'origine de tout cela, c'est un déclic il y a quelques années. Vous vous êtes installé dans un pays du Golfe où vous conseillez une pétromonarchie en matière de renseignement. Vous suivez, vous marchez dans les clous, en tout cas selon votre code à vous. Et puis un jour, on vous fait une demande particulière. Racontez-moi. Absolument. Alors, c'était en 2016. Et comme vous le dites, mon secteur d'activité est très codé, normé. J'ai travaillé pendant 25 ans dans ce secteur. On ne sort jamais de la procédure parce que c'est un garde-fou contre toute tentative de récupération de ces outils. Donc, quand je réalise un dispositif, je suis saisi officiellement, je suis une procédure, et à tout moment, si vous voulez, de mon travail, il y a des points de contrôle, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, en France, vous imaginez bien que personne ne peut réaliser des écoutes sans que l'État profond, les hauts fonctionnaires soient au courant, et sans que des moyens qui sont annexés au Parlement, des commissions parlementaires, soient en mesure à n'importe quel moment de contrôler tout ce qui se passe. Donc en 2016, je suis dans mon bureau, entre guillemets, je fais ce que j'ai à faire. C'est sur une base militaire dans un pays du Golfe, une pièce sans fenêtre, avec des serveurs informatiques. Et d'habitude, vous voyez que des militaires. Je vois que des militaires et je suis tout seul dans mon bureau. En fait, on m'a donné, entre guillemets, carte blanche pour réaliser un centre de données et protéger des communications sensibles pour les plus hautes autorités de l'État. Et ce jour-là, m'attend à la porte de mon bureau, donc c'est en 2016, à l'été 2016, m'attend à la porte de mon bureau un conseiller très proche du chef de l'État qui s'adresse directement à moi, ce qui déjà n'est absolument pas le canal officiel pour me saisir. Et de but en blanc, il me tend un post-it avec un numéro de téléphone griffonné dessus et me dit « il faut que tu appelles ce numéro ». C'est un nouveau logiciel, tout le monde le veut ici dans la région. Avec ça, on peut écouter tout le monde. Y compris nos amis. Y compris nos amis. Donc quand je le questionne un peu sur que veut dire ce tout le monde, il dit aussi des gens, peut-être ce sont nos amis, mais on n'en est pas sûr. Donc là, on est typiquement, si vous voulez, pour moi, dans mon métier, on est typiquement dans la récupération d'un outil à des fins personnelles, entre guillemets. Donc les autorités de l'État ont un rôle institutionnel, mais restent des personnes, restent des êtres humains. Ils ont des intérêts humains. Et là, si vous voulez, quand on me demande ça, je comprends immédiatement que c'est pour détourner un outil à vocation souveraine, nationale, à des fins quasi personnelles. Donc j'appelle le numéro, je raconte donc ça dans le livre, dans le premier chapitre. La personne que j'ai au téléphone, c'est un des fondateurs de la société NSO, donc qui édite le logiciel Pegasus. Et je lui dis qu'on m'a demandé de lui téléphoner. Et il me dit si vous voulez en savoir plus, il faut venir en Israël. Parce qu'NSO est une société israélienne. Voilà. Et ce que je décline parce que je suis donc passé par la DST dans mes jeunes années et on m'a dit ne va pas en Israël, ne va pas en Chine. Voilà. Bon, donc je ne vais pas en Israël. Je n'y suis jamais allé. Je pense que je n'irai jamais parce que pour moi c'est trop dangereux pour mon métier. Et donc je décline et la conversation s'arrête là. Je rends un rapport donc à l'autorité qui a diligenté cette personne et je lui dis de toute façon ne vous lancez pas dans ce genre de logiciel, je me suis renseigné, ce sont des gens qui font ça de manière beaucoup trop libérale, vous prenez des risques extrêmement importants en termes d'image et de crédibilité pour vous-même et pour votre pays.
bon, j'avais pas tellement tort, puisque quelques années plus tard, donc les enquêtes, il y a eu des enquêtes journalistiques, mais il y a aussi une commission de l'Union européenne qui est en train d'étudier sérieusement la question, ont montré que ce logiciel a été complètement dévoyé et utilisé sur des journalistes, des opposants, des catégories de personnes qui devraient être et qui sont protégées dans les populations, dans les pays démocratiques. C'est ça. Pegasus est donc créé par ce groupe israélien NSO. Il y a notamment le consortium des journalistes Forbidden Stories qui va révéler toute une série de fuites lancées par un lanceur d'alerte. On apprend qu'un pays espionne le Premier ministre français Édouard Philippe, peut-être un pays du Maghreb, on ne saura pas vraiment, que ce logiciel est utilisé par l'Espagne pour espionner les indépendantistes catalans, par la Belgique, par le Mexique, par le Togo, la Grèce, l'Arabie Saoudite, tout ça pour espionner par exemple des opposants, des journalistes. C'est quoi le danger de Pegasus ? Le danger de Pegasus, c'est... Premièrement, on nous enseigne, quand on travaille un peu dans ces milieux-là, qu'un outil de renseignement qui n'est pas bien calibré pour s'insérer dans un dispositif n'est pas efficace. Donc en fait, vous pensez faire un bon coup et vous vous tirez une balle dans le pied. C'est comme parce qu'avec ça, on peut tout faire. On peut tout accéder au téléphone portable d'à peu près n'importe qui, n'importe comment. Oui, absolument. Sans spam, sans rien. Exactement. En fait, à l'origine de Pegasus, il y a un phénomène beaucoup plus profond et beaucoup plus alarmant. Pegasus, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ça n'est qu'une conséquence d'un phénomène beaucoup plus large. C'est qu'aujourd'hui, il est possible et il est même judicieux de réaliser des écoutes directement sur le téléphone en y injectant un logiciel espion. Ça, c'est nouveau. Auparavant, jusqu'à une dizaine d'années à peu près, la manière de réaliser des écoutes, c'était via un opérateur téléphonique d'un pays. Et là, forcément, si vous voulez, ça laisse des traces, c'est très bien contrôlé. Avec ce nouveau procédé qui est non seulement plus intéressant parce qu'avec tout le chiffrement des communications aujourd'hui, c'est mieux d'accéder à la source de la communication pour la capter directement à l'origine avant qu'elle ne soit chiffrée dans le réseau. Et ça devient non seulement possible, mais judicieux de se passer en quelque sorte de tout ce dispositif d'État qui vient contrôler la procédure. Donc en fait, vous avez des sociétés qui aujourd'hui sont capables théoriquement de se mettre au service de n'importe qui. Et quand je dis n'importe qui, ça peut être aussi bien un milliardaire qui a envie de faire des écoutes pour son propre compte. Un article est paru récemment, il y a une dizaine de jours, les journalistes se questionnent sérieusement sur le fait qu'au Mexique, des cartels aient eu accès aussi à ce logiciel, parce que les gens qui ont été ciblés étaient des opposants notoires au cartel. Donc c'est vraiment très très inquiétant, parce que c'est un mode de fonctionnement nouveau qui met en cause nos démocraties. Si on n'y prend pas garde, écouter tout le monde, c'est extrêmement dangereux. Et c'est vicieux, parce que alors c'est peut-être pas forcément le cas de Pegasus, mais pour d'autres logiciels, il y a ce qu'on appelle des backdoors, c'est-à-dire que la compagnie qui fait ce logiciel peut avoir accès aux données interceptées. Pourquoi pas les vendre encore à un pays tiers et ainsi de suite. Il y a eu plusieurs scandales. Les backdoors existent depuis plus longtemps que ces logiciels, parce que les backdoors ont pu être installés par des fournisseurs d'État dans les réseaux téléphoniques. Donc une backdoor, effectivement, vous pouvez en avoir une sur votre téléphone quand vous êtes espionné, mais il y a eu des scandales de backdoor célèbres, on va dire. Par exemple, en Grèce, il y a eu plusieurs scandales. Avec des opérateurs, ce qu'on appelle des équipementiers télécoms qui avaient installé des backdoors. Dans le livre aussi, je raconte un épisode où je voyage dans un pays européen et je découvre, les officiers sur place me font part d'une mésaventure qu'ils ont eue aussi avec un équipementier israélien qui avait placé une backdoor sur leur système. C'est les Néerlandais, oui. Voilà. Il n'y a pas que Pegasus, la France aussi, enfin il y a des sociétés françaises. Oui. Qui font ce type de logiciel. Ce n'est pas tout à fait exactement les mêmes. Oui. Et d'ailleurs, vous avez travaillé pour l'un d'eux. Oui. Amesis, il y a Cosmos aussi. Amesis, ça a servi au régime de Mouammar Kadhafi pour espionner ses opposants. Pour le cas de Cosmos, ça a été utilisé par le régime de Bachar al-Assad. Dans le livre, on apprend que vous avez formé d'ailleurs des Libyens. Quel était votre rôle ? Mon rôle, en quelque sorte, c'était d'apporter de la ressource humaine, parce que quand j'ai été embauché par Amesis, ils étaient désespérément en quête de personnes qualifiées pour exécuter un contrat qu'ils avaient contracté avec le régime libyen. Donc je suis tombé un peu, en quelque sorte, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce que j'avais négocié avec la direction générale d'Amesis, c'était de les aider à s'engager sur le chemin des interceptions légales, parce qu'ils avaient construit un système qui ne s'insérait pas dans le dispositif légal européen. Ce que j'ai réussi à faire, puisqu'on a ensuite, l'année suivante, vendu un tel système. Cependant, quand je suis entré dans la société, ils avaient désespérément besoin de personnes à montrer à leurs clients, et j'y suis allé, et
en quelque sorte contraint. J'étais en période d'essai et contraint, j'ai dû former des opérateurs. Bon, j'ai pas été bon du tout. Et je pense que c'est la seule fois dans ma carrière où je peux me vanter de ne pas avoir été bon. C'était plutôt positif pour moi. Vous avez quitté cette société. Oui. Qu'est-ce qu'on sait des systèmes de surveillance qui existent aujourd'hui côté de la Chine et de la Russie ? Alors, on ne sait pas grand-chose, sauf que dans le milieu, on dit que ce sont des systèmes qui sont dimensionnés pour écouter tout le monde par construction, en quelque sorte. Quand un opérateur européen, un opérateur télécom européen délivre un réseau, la fonction d'interception, elle vient après. Le système n'est pas conçu pour intercepter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des équipes dans l'état profond, entre guillemets, dont je faisais partie, qui étaient là pour plancher sur les manières de récupérer les informations là où elles étaient. Et je peux vous dire qu'on embêtait les personnels des opérateurs. Et c'était un projet qui était suivi par Bercy. Les opérateurs étaient dédommagés. Des actions qu'ils mettaient en œuvre pour mettre en place les écoutes. En Chine et en Russie, ce que l'on dit, j'y suis jamais allé, c'est open, c'est-à-dire c'est par construction, vous n'avez pas besoin d'un service comme celui que je vous décris pour aller faire les écoutes. Ce qu'on nous a toujours dit, j'ai pas pu le vérifier, mais ce qu'on nous a toujours dit, c'est qu'en gros, vous appuyez sur un bouton et l'écoute, elle est déversée dans le silo qui va bien. Mais voilà qui est inquiétant. Merci beaucoup, Guillaume Giraud. Je suis désolé, on est pressé par le temps, mais c'est passionnant. Merci à vous. Confidence d'un agent du renseignement français, donc aux éditions Lafon, et ça vient de sortir. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous d'avoir choisi France 24. On se retrouve dans 4 minutes. À tout de suite.